Raymond Hart, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Histoire intérieure de la rébellion dans les Aurès. Alors le mouvement nationaliste est passé à l'action armée de manière quasi instantanée sur l'ensemble du territoire algérien. Pourquoi avez-vous choisi de vous focaliser sur les Aurès? Alors, il faut dire que les Aurès, c'est une montagne, c'est un massif montagneux mythique qui est peuplé par essentiellement des populations berbères, les Chaouia, et qui sont connus pour avoir la révolte dans le sang. Et dès 1916, il y a eu des révoltes contre la colonisation française, qui était une conséquence du conflit, naturellement la guerre de 14 et les prélèvements importants qui avaient été faits de troupes indigènes, comme on disait à l'époque. Donc voilà, et d'autre part, les stratèges de l'armée française avaient vu dès le départ que l'essentiel des combats, les combats les plus durs, auxquels elle serait confrontée, se dérouleraient dans les Aurès. Et ça a bien été le cas. Pourquoi dans cet essai avez-vous donné la parole au seul Adjoul Adjoul, qui n'est pas un personnage central du conflit et qui de plus finit par trahir? Alors, sans doute, c'est un personnage qu'on pourrait qualifier de secondaire, puisque l'architecte de la révolution nationale dans les Aurès, la mise en œuvre de la lutte armée, c'est Ben Boulaïd Mostefa. Et lui était Adjoul Adjoul était un de ses adjoints. Alors, d'abord, il y a, si vous voulez, les documents qui ont servi de base, c'est-à-dire les déclarations de base à cet essai, c'est-à-dire les déclarations d'Adjoul Adjoul, qui s'étant rallié en 1957 à l'armée française, a été interrogé de long en large et en travers par les autorités militaires et civiles, il faut dire, d'abord le deuxième bureau de l'armée et ensuite aussi la DST. Donc voilà, d'autre part, c'est un personnage, si vous voulez, typique des Aurès. C'est un Chaouia de la tribu des Serrana, particulièrement imprégné de sa culture et qui acceptait difficilement ce qu'il appelait l'étranger, c'est-à-dire les autres, n'est-ce pas, les autres ethnies, etc. Et même, il faut le dire aussi, les autres tribus, parce qu'il y avait des conflits internes importants qui expliquent l'économie de ce livre, si vous voulez, de cet essai, c'est-à-dire que l'armée française a livré de durs combats, les Chaouias se sont battus de manière héroïque, et en particulier il y avait un autre chef qui était un peu l'alter ego de Adjoul Adjoul, qui s'appelait Lagro Abbas, et Lagro Abbas a été un combattant extraordinaire que l'armée française a d'ailleurs reconnu comme tel. Cependant, à l'inverse, il y avait à l'intérieur des luttes internes, intertribales, des conflits de concurrence tout simplement pour la prise d'un pouvoir entre petits chefs, etc., qui ont conduit à des luttes fratricides. Et c'est ça le sujet. D'un côté, des combattants héroïques au sein de la Hélène naissante, et puis de la Hélène, et puis de l'autre côté, à l'intérieur. Et c'est la raison aussi de ce titre, intérieur. Hein, c'est vu de l'intérieur. Si vous voulez, je me suis efforcé de ne pas apporter le moindre jugement sur ce que disait Adjoul Adjoul. En revanche, j'ai confronté ses propos à ce qui est disponible par d'autres auteurs, etc. Et ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est le continuum qu'il y a entre, depuis de 54, du 1er novembre 54, même un peu, je parle aussi des prémices, mais enfin de 54 à 57. Il y a là une sorte d'enquête intérieure, interne, à laquelle s'est livré Adjoul Adjoul, qui raconte tout ce qu'il a vécu, les décisions auxquelles il a été associé. Et si vous voulez, c'est une. Comment dire, ce ne sont pas des propos d'anciens combattants.
hein, à la différence d'autres, si vous voulez. Naturellement, ce n'est pas le premier à avoir livré son sentiment, etc. Mais c'était en général des gens qui étaient soit d'un niveau supérieur au sien, mais qui n'ont pas survécu, c'est-à-dire qui n'ont pas parlé, ou de manière très indirecte, et soit des combattants, si vous voulez, qui n'ont pas écrit. Là, on a figé tout un reportage sur toute une période de manière continue par un observateur intérieur et qui livre donc des éléments importants qui ne sont pas connus de l'Algérie même. Et c'est là, à mon avis, aussi un document historique sur l'histoire tumultueuse de l'Algérie. Alors votre essai couvre la période qui court de 1954 à 1957. Quels sont les événements majeurs qui sont survenus et en quoi ont-ils influencé sur l'évolution du combat du FLN et de l'ALN? Alors, il y a plusieurs éléments importants qui ressortent naturellement de toute cette période. Et en particulier, il y a le procès suivi de l'exécution de Chiani Bachir, qui était le chef intérimaire nommé par Ben Boulaïd Mostefa, lequel Ben Boulaïd Mostefa est allé en Libye, ou a voulu se rendre en Libye pour chercher des armes, et il a nommé comme chef intérimaire Chiani Bachir. Là, il y a eu vraiment une erreur, comme on dirait aujourd'hui, une erreur de casting. C'était un homme extrêmement intelligent, mais qui c'était pas un combattant. À la différence de l'Agro Rabas et d'Adjoul Adjoul, qui eux étaient des combattants purs, des guerriers. Et lui, c'était plutôt un politique. Donc, si vous voulez, il n'a pas bien dirigé l'action dans les Aurès. Il l'a d'autant moins bien dirigé qu'il n'était pas originaire des Aurès. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, les Chaouia acceptaient très difficilement ce qu'ils appelaient l'étranger, et ils venaient du Constantinois. Il n'était pas très loin, mais ils n'ont pas accepté. Et alors, ils lui ont fait un procès sur la base de son homosexualité, qui était, semble-t-il, avérée, d'après ce qu'il dit. Mais en réalité, à l'arrière-plan de ce motif, assez flagrant d'ailleurs, semble-t-il, il y avait des querelles de pouvoir, naturellement. Et donc, alors Adjoul Adjoul et l'Agro Rabas ont fait un procès devant les troupes, et ils l'ont condamné à mort pour homosexualité. Et alors, il y a des scènes absolument fantastiques. Une fois condamné à mort, le même jour, n'est-ce pas, la condamnation à mort étant prononcée par les troupes, il était l'heure de déjeuner, tout le monde a été déjeuner, et bourreau et victime ont déjeuné ensemble, épisode absolument incroyable. À la suite du repas, il a été fusillé. Donc, alors ça a changé beaucoup de choses, naturellement, dans l'évolution de la rébellion dans les Aurès. Alors, cette disparition a été cachée quelque temps, mais finalement, ça s'est avéré, ça a été connu des dirigeants et du GPRA qui étaient à l'extérieur, il faut le dire, à Tunis, et d'où la venue d'un chef kabyle Amirouche, et du chef kabyle Amirouche qui venait de Kabylie et qui a été mandaté pour faire une enquête sur ces dérives et ces combats fratricides. Et naturellement, d'après les éléments qui étaient disponibles donc, dont a eu connaissance Amirouche, il est venu avec des intentions relativement malveillantes vis-à-vis d'Adjoul Adjoul, qui avait participé à cette exécution, et il a fait l'objet
Adjoul a fait l'objet d'un attentat par les séides, par les complices d'Amirouche. Attentat raté, d'où d'où son envie, d'où son ralliement. Aux autorités françaises. Alors, naturellement, ça fait beaucoup de bruit à l'époque, ce ralliement a fait beaucoup de bruit à l'époque, et pendant ce temps-là, le remplaçant de Chiani Bachir, qui avait donc été exécuté, Lagrour Abbas, continuait le combat, avec beaucoup de courage d'ailleurs. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans toute cette affaire, c'est que en 1957, au printemps 1957, Lagrour Abbas et quelques-uns de ses combattants se sont rendus à Tunis pour récriminer d'abord, parce que Lagrour Abbas n'avait pas été, s'était vu supplanté par quelqu'un d'autre. Au niveau de la zone 1 et de la ville 1 des Aurès, et il allait probablement récriminer, demander des armes, etc. Puis finalement, il s'est retrouvé en prison et a été fusillé, avec une quinzaine d'autres. Et il y a eu un procès en Tunisie qui a été fait, donc sur tous ces sujets, toutes ces disputes, toutes ces chamailles, mais qui étaient finalement fondées sur des éléments ethniques. C'est-à-dire, c'était des Berbères. Or, les Berbères, c'est dit nettement, et c'est redit aujourd'hui d'ailleurs par les Berbères, ils ont été discriminés au sein de la rébellion algérienne. Et le résultat pratique de tout ceci, c'est que en 1957-58, la wilaya 1 des Aurès, finalement, elle a été mise sous tutelle, grosso modo, et ce n'était plus les Chaouia qui la dirigeaient. C'est ça qui a quelque chose de dramatique. Il raconte également, Adjoul, les opérations de l'armée française. Il donne son avis sur le déroulement de certaines embuscades, sur la bataille de Djerf. La bataille de Djerf aussi, qui a été dans les grottes de Djerf, où l'armée française a encerclé donc plusieurs unités de l'AMM, et Chiani Bachir, qui était alors à ce moment-là le chef, si vous voulez, il s'est réfugié dans une grotte, il n'en a pas bougé, il n'a pris aucune décision, et ça a été une des conséquences aussi, et ça s'est soldé par une défaite de l'ALN, ils ont eu 120 morts. Le combat était extrêmement rude, les survivants ils se sont cachés dans les grottes, ils sont restés plusieurs jours dans les grottes sans manger, sans boire, ils sont sortis en haillons après avoir emprunté des boyaux à l'intérieur de cette énorme gruyère qui est la région de Djerf, et ils racontent ça de manière très détaillée, et c'était extrêmement intéressant. Alors il y a ces combats, et puis il y a aussi l'action de l'armée française qui, Ben Boulaïd Mostefa s'étant fait arrêter dans son périple vers la Libye, s'étant fait arrêter en Tunisie, il a été interrogé par les Français, transféré à Constantine, et à Constantine, son avocat, maître Ali Malem, s'est entremis pour essayer de trouver une solution au ralliement de ces troupes donc, dans les Aurès. Et une quinzaine, exactement 11, rebelles et condamnés à mort se sont échappés de la prison de Constantine, de la prison du Koudiat. Certains ont été repris, mais pas tous, et Ben Boulaïd Mostefa, qui avait été chargé d'organiser plus ou moins une reddition, en tout cas des négociations avec les autorités françaises, n'a pas rempli son contrat, et l'armée française, qui le connaissait bien, il avait été adjudant-chef d'ailleurs dans l'armée française. L'armée française a tendu un piège, ils ont parachuté
en faisant croire à une erreur de parachutage des sacs de riz, du courrier des soldats et un poste radio. Et c'était un amateur, le CFA était un amateur de radio, il écoutait il écoutait quasiment tout le temps, tous les soirs, tous les jours la radio, et le poste radio était piégé. Et quand il l'a mis en œuvre, alors il a été ramassé le poste radio, je ne suis pas sur des détails, par des petits bergers, puis les chefs l'ont eu, puis il a été au courant, il a voulu voir le poste, il n'y avait pas de piles, ils ont été chercher des piles, ils ont mis les piles, il a manipulé le potentiomètre, et puis explosion, il y a eu 5 morts, dont lui. Et il raconte tout ça. Voilà ce qu'on peut dire sur les principaux événements. Qui sont relatés dans un grand nombre, au milieu d'un grand nombre de détails. Adjoul a une mémoire absolument extraordinaire, et les documents qui ont été établis à la suite de son audition par le deuxième bureau et par la DST sont extrêmement fouillés, détaillés et il faut bien dire touffus. Et ils ne sont pas accessibles, si vous voulez, à quelqu'un qui n'est pas tout à fait au courant. Il fallait mettre un peu d'ordre parce qu'il y avait souvent des retours en arrière, il y avait des questions qui intéressaient davantage si vous voulez, les services les militaires à l'époque, qui sont sans grand intérêt pour un lecteur d'aujourd'hui. Donc mon travail a consisté à mettre un peu d'ordre dans toutes ces déclarations sans rien y toucher, et à le mettre un peu en perspective avec d'autres points de vue, autant se faire que se pouvait.